Je vous ai affiché en guise d'introduction le très juste petit résumé reçu par mail que j'ai lu donc après avoir fait ma présentation. Mais je trouvais ça vraiment très bien choisi, donc c'est un aperçu de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Nina Sophie Louvet, je suis logopède depuis quelques années maintenant. Et je travaille au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, dans le service ORL, ainsi que dans un cabinet privé à Waterloo, un cabinet qui est spécialisé dans la prise en charge des troubles de la voix. Et donc, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la logopédie, mais en choisissant une définition un petit peu moins conventionnelle que celle qu'on expose d'habitude, pour que ce soit plus en lien direct avec qu'est-ce que cette profession peut apporter dans la maladie de Parkinson. Donc, je vais pour cela expliquer que le logopède, c'est aussi le spécialiste des fonctions de la tête et du cou. Et donc, ça inclut des fonctions de communication et de déglutition qui sont touchées par la maladie de Parkinson. Donc, communication, c'est articulation, voix et communication non verbale. Et déglutition, c'est tout ce qui est lié au fait de s'alimenter, d'avaler, que ce soit de la salive, des boissons ou des aliments. Donc, en exposant cette définition comme ça, je ne veux pas mettre de côté mes collègues qui s'occupent d'autres types de troubles de la communication, mais qui vont alors accompagner d'autres types de patients et d'autres demandes, comme les troubles de la lecture, écriture, compréhension. Mais là, pour la présentation d'aujourd'hui, quand je dis logopède ou logopédie, c'est vraiment de ça dont je parle. Alors, tout d'abord, la maladie de Parkinson, c'est une pathologie qui va entraîner un trouble dans la planification et dans l'exécution des mouvements. Tous les mouvements vont être faits en plus petit, vont être réduits. C'est comme ça qu'on voit très vite dans les premiers signes de la maladie des tremblements, des troubles de l'équilibre, une réduction dans les mouvements au niveau de l'ampleur, par exemple, de la marche. Et donc, autour du patient, il y a toute une série de thérapeutes qui peuvent aider par rapport au maintien et à l'amélioration des fonctions dans leur ampleur normale. Maintenant, très souvent, le parcours va être en premier le passage chez le médecin neurologue. Et puis, très vite, on va vous parler de rééducation paramédicale, c'est une très bonne idée chez le kiné. Mais les autres professions pour la réduction des mouvements qui touchent d'autres fonctions, parfois, on n'en parle pas ou beaucoup plus tard. Donc, je pense que c'est important que le patient qui a Parkinson sache qu'il n'y a pas que le kiné et que sans courir voir 36 spécialistes tout de suite, c'est important de savoir quel est le rôle de chacun pour pouvoir identifier quand on a des difficultés qui peuvent être accompagnées par quelqu'un qui a des solutions et donc se diriger vers le professionnel compétent. Du coup, ne pas hésiter à en parler à son médecin, à son neurologue. Et moi, je vais me focaliser aujourd'hui sur le rôle du logopède. D'autant plus qu'il y a la notion de fenêtre thérapeutique. Donc, c'est important de pouvoir agir vite. L'intervention précoce est vraiment nécessaire pour pouvoir exploiter la capacité du cerveau à se réorganiser. En fait, dans les thérapies fonctionnelles, ce qu'on fait, c'est qu'on montre un petit peu au cerveau une autre façon de fonctionner pour lui donner un chemin qui va fonctionner mieux que celui qui est touché par la maladie. Et évidemment, il est plus facile de travailler dans un terrain où les troubles viennent d'apparaître, où ils sont encore légers, pouvoir aussi faire de la prévention, parce qu'il y a beaucoup de conseils, de choses à mettre en place pour éviter aussi, quand on comprend comment ça marche, éviter que les problèmes plus graves ne surviennent. Et aussi cette idée, donc c'est possible de récupérer, même s'il s'agit d'une maladie dégénérative, et pas uniquement de maintenir. Donc j'ai décidé de diviser ma présentation en deux parties. On va commencer par la partie qui n'est pas rigolote, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Donc pour commencer, je vais décrire les différentes attentes au niveau de la communication et de la déglutition. Alors, les troubles de la maladie de Parkinson vont impliquer plusieurs choses pour lesquelles la logopédie peut être une aide. La dysarthrie, donc c'est le fait qu'on a des difficultés pour articuler. Dysphagie, difficulté pour avaler. Amimie, ça c'est tout ce qui va être une réduction des mouvements
du visage, donc une perte de l'expressivité faciale. Hypophonie, c'est la voix qui va perdre en qualité et surtout en tonus, en volume. Et enfin, l'anomie, difficulté à trouver ces mots lorsqu'on veut décrire quelque chose, faire une phrase, etc. Donc, c'est des fonctions qui sont essentielles pour l'autonomie, évidemment, de chaque personne, pour la vie sociale, au niveau de la communication, mais aussi au niveau de l'alimentation. Quand on ne mange plus comme avant, on peut se sentir isolé, ne plus être à l'aise en fait d'accepter des invitations, par exemple, à partager des repas ou à manger dans des lieux publics. Donc en premier, parce que c'est ça qu'on pense en premier quand on pense logopédie Parkinson, la dysarthrie bucco-linguofaciale, donc ça c'est les organes articulateurs, ceux qui vous servent à façonner les sons pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous dites, les lèvres, les joues, la langue et la mâchoire. Et la conséquence, c'est qu'on va avoir des difficultés à se faire comprendre, une articulation qui devient un petit peu ralentie, pâteuse, un peu imprécise. Et là, je fais le lien avec la stimulation cérébrale profonde, donc la DBS, parce que c'est une technique qui améliore les tremblements, mais qui peut par contre avoir un effet négatif sur la partie articulatoire. Donc c'est important quand on a ce type de dispositif qui est proposé dans le suivi médical, de éventuellement faire une évaluation avant la pose de la DBS chez un logopède, qui va évaluer quelles sont les atteintes de l'articulation à ce stade-là, et après, pour voir s'il y a une dégradation à cause de la DBS. Il y a évidemment des exercices, une rééducation qui peut être proposée pour améliorer la situation, mais aussi, si jamais la dégradation est très intense, une discussion à avoir avec le médecin, parce que parfois, l'adaptation de la fréquence peut aussi aider. Donc, il faut trouver un juste milieu et collaborer de manière pluridisciplinaire dans ce cas-là. Ensuite, la dysphonie. Donc ça, c'est l'atteinte de la voix. C'est un peu différent de la presbyphonie. Presbyphonie, ça veut dire quand la voix va moins bien à cause de l'âge, à cause de la fonte des muscles. Dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est différent. Il peut y avoir cet aspect-là aussi, mais c'est surtout parce que les mouvements sont réduits. En fait, là, avec les structures avec lesquelles on parle, il y a aussi des muscles, il y a aussi des mouvements qui doivent être faits. On ne les voit pas, ils sont dans le cou. Il y a aussi les muscles respiratoires qui jouent pour bien coordonner le souffle avec la parole. Et donc, ça a pour conséquence une voix qui va être beaucoup plus faible et des difficultés à se faire entendre, surtout dans le bruit. Ça peut être aussi des difficultés à arriver à prendre la parole dans un groupe. Si vous vous retrouvez dans une situation avec plusieurs personnes qui parlent, même s'il n'y a pas forcément du bruit autour, avoir du mal à prendre la parole dans cette situation et se faire entendre, ou avoir des changements de voix. Donc ça, c'est important aussi. C'est l'identité vocale du patient, vraiment la voix qu'on lui connaît, que ses proches reconnaissent au téléphone, qui va changer, qui va être par exemple plus cassée, rauque ou aggravée. Donc le fait de parler d'un ton monotone, c'est aussi caractéristique. Dans cette réduction des mouvements, il va y avoir une voix qui va être un petit peu tout le temps sur le même plan, qui peut donner une impression de voix robotique et perdre en vie, en intonation. Alors la dysphagie, ça c'est un point important, donc je vais en parler un peu plus longuement. Je pense qu'il y a une distinction essentielle à faire, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, entre la dysphagie et l'aphagie. Donc tout ça traite de troubles de la déglutition, mais l'aphagie, c'est l'incapacité à pouvoir s'alimenter par la bouche. Donc c'est vraiment une difficulté majeure, on n'arrive plus à avaler des aliments. La dysphagie, c'est un trouble de la déglutition. Ça peut sembler comme ça plus léger. Effectivement, ça veut dire qu'on n'avale plus comme avant. C'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est plus léger que ce n'est pas grave. Donc il y a des degrés vraiment divers dans les troubles de la déglutition. Ça reste de la dysphagie dès que ce n'est plus normal comme avant. Donc la dysphagie, parce que c'est de ça dont il s'agit ici, c'est pas forcément l'aphagie. Dès qu'il y a des troubles, ça peut entraîner une perte de poids. Et comme on s'alimente moins, on peut avoir une dénutrition, une déshydratation si on ne boit pas assez également. Ça peut entraîner des infections pulmonaires, donc ça c'est vraiment important de le savoir parce qu'il y a vraiment un risque santé très important avec cet aspect-là. Des hospitalisations à répétition
et même un risque vital. Donc là, je vous ai repris une image qui ne vient pas de moi. Il ne faut pas avoir toutes les caractéristiques pour considérer qu'on a de la dysphagie. Dès la première image, difficulté à avaler, sensation que les aliments restent longtemps en bouche, qu'on a du mal à les envoyer en arrière, qu'on a du mal à les faire passer, c'est déjà une dysphagie, c'est déjà un motif de consultation. La toux au cours des repas, ça c'est un signe assez caractéristique, je vais y revenir par après, et puis ça va un petit peu crescendo dans la gravité. Donc quand on a une dysphagie, il est possible d'avoir des fausses routes. Mais à nouveau, on peut avoir une dysphagie dès que les repas s'allongent et qu'on a du mal à avaler, même sans forcément faire des fausses routes, ça s'appelle quand même comme ça. Mais donc une fausse route, c'est quoi? Globalement, c'est avaler de travers. Et donc comme on voit sur mon schéma ici, une partie des aliments est envoyée correctement sur son trajet vers le système digestif, mais il y a une partie qui peut être assez petite, hein, mais quand même, qui va aller vers le trajet respiratoire. Là, j'ai rajouté, parce que ce n'était pas sur le dessin, vers les poumons. Donc, imaginons que ceci, ce soit une crème dessert à la vanille ou de la purée. Ça veut dire qu'il y a un petit peu qui va aller du mauvais côté. Donc, en général, on va tousser quand ça arrive. Mais dans la maladie de Parkinson, la toux est parfois retardée, moins efficace ou même absente. Et dans ce cas-là, c'est possible d'avoir une situation comme sur le schéma, sans avoir de toux, mais on va avoir alors une voix qu'on appelle mouillée. Ça veut dire que quand la personne va parler après un épisode comme ça, on va entendre en fait les petits résidus qui sont encore là coincés quelque part et qui vont altérer la qualité du son et donc faire comme des gargouillis, des petites bulles, comme un effet un peu humide dans la voix. Ça, c'est un signe de fausse route. Donc ça, ce sont les fausses routes partielles. On les appelle partielles parce qu'elles ne vont pas complètement bloquer le passage de l'air et donc pas complètement bloquer la respiration. Donc évidemment, on avale tous de travers, même moi, même les logopèdes spécialisés, mais si ça devient trop fréquent, si on se rend compte que souvent quand on prend des aliments, on tousse, ce n'est pas normal, et donc essayez de vous rappeler la fréquence habituelle à laquelle cela vous arrive, ou votre entourage. Si vous vous rendez compte pour vous-même que ça arrive de plus en plus souvent, il ne faut pas tarder à consulter. Donc pour être sûr, si vous avez un doute, il y a des examens médicaux qui peuvent être faits, je ne vais pas les détailler plus que ça, mais ils sont faits en général ou demandés par des ORL. Donc encore un petit rappel là-dessus, surtout sur le fait du risque d'avaler de travers sans réflexe de toux. C'est ce qu'on appelle une aspiration silencieuse. Les poumons ont une petite capacité à se nettoyer, mais quand ça devient trop fréquent, s'il y a des vrais aliments et pas juste de la salive qui va à leur contact de manière répétée, on risque de faire des pneumonies et d'être hospitalisé. Et donc les signes d'alerte à retenir, c'est dans ce cas-là pas de tout, mais une voix humide, un raclement de gorge fréquent, donc le fait de faire très régulièrement pendant les prises alimentaires. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on pense souvent quand on pense à fausse route et à trouble de la déglutition, qui est la fausse route totale. Donc là, c'est quand la personne a avalé de travers au point où le morceau d'aliment bloque complètement le passage de l'air, et donc la personne est en train vraiment de s'étouffer. Il y a un arrêt à ce moment-là de la parole et de la respiration, et la personne ne saura pas tousser. Donc là, c'est un risque effectivement majeur et immédiat. Ensuite, là je passe un peu plus vite, la mimie, comme on a vu qu'il y a une réduction des mouvements du visage, eh bien ça ne touche pas seulement l'articulation, mais aussi le fait que tout le côté non-verbal, expressivité du visage, montrer qu'on est surpris, qu'on est content, etc., va être un petit peu réduit. On parle aussi de hypomimie, donc dans le sens où hypo ça veut dire moins, donc il y a moins d'activité de mouvement au niveau du visage, et mi-hypomimie, puisqu'il peut y avoir assez souvent un côté qui est plus atteint que l'autre.
Et enfin, l'anomie, ça c'est moins connu, moins souvent associé à la maladie de Parkinson, pourtant ça concerne quand même beaucoup de patients. Ça peut arriver plutôt un peu plus tard dans le décours de la maladie par rapport aux autres symptômes évoqués avant. Mais ça n'en reste pas moins important et quelque chose que les logopèdes travaillent aussi dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, donc c'est important de le savoir. C'est plutôt d'ordre cognitif à ce moment-là, c'est pas tellement un problème de mouvement, et donc ça va de pair avec les troubles cognitifs des fonctions exécutives. Pour ceux qui ne sont pas directement liés au langage, donc l'attention, la concentration ou la mémoire, là, ça va plutôt être pris en charge par un autre professionnel qu'on appelle le neuropsychologue. Mais pour la partie langage, là, c'est le logopède qui le prend en charge. Et s'il y a des difficultés sur les deux aspects, c'est intéressant aussi de collaborer. Et donc maintenant, après cette longue tirade de problèmes, on va aborder un petit peu les solutions et comment est-ce que les logopèdes peuvent aider les patients qui ont Parkinson par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie 1. Non. Ok. Donc, première chose, une sorte de ligne de conduite générale, il y en a deux en fait pour arriver à bien prendre en charge et amener une amélioration significative pour les patients qui ont Parkinson, c'est la recalibration sensorielle. En fait, il y a un décalage entre le côté moteur où le patient qui a Parkinson, lui, il fournit le même effort que d'habitude pour le résultat qu'il a toujours obtenu, et le feedback qu'il va recevoir. Donc, le patient, lui, va percevoir sa production comme normale. Ou bien, il y a certains aspects qui vont être amoindris, où on a une évaluation décalée, par exemple le micrographisme, on va écrire plus petit, on met la même intensité dans l'effort, dans l'écriture qu'on a toujours eu, et puis sur le papier, on peut constater qu'effectivement, c'est devenu plus petit. Mais pour des choses qui sont plus directes, comme le fait d'avaler ou le fait de parler, bah, le patient ne s'en rend pas forcément compte. C'est plutôt un retour de l'entourage qui va plus souvent demander de répéter, qui va tendre l'oreille, qui va faire comprendre à la personne qu'en fait, elle ne fait pas le même résultat qu'avant, alors qu'elle a l'impression que oui. Et donc ça, c'est une des raisons qui font que parfois la thérapie de logopédie commence un peu plus tard que l'idéal, parce qu'il n'y a pas forcément de plainte du patient d'emblée. Donc il faut compter sur l'évaluation médicale, sur les retours de l'entourage aussi, pour que ça puisse être pris en charge plus vite. Du coup, en gros, parce que là je sors même du cadre de la logopédie, c'est valable pour toutes les prises en charge autour de la maladie de Parkinson. Tous les symptômes vont aller vers des mouvements réduits, donc micro, que ce soit articulation, voix, mais aussi graphisme, la taille des pas, etc. Et donc la rééducation va aller dans le sens macro, notamment avec les thérapies LSVT, loud et big, puisqu'il y a une partie vocale et une partie qui est le pendant pour la kiné, donc pour les mouvements des grands membres. Et tout ce qui est globalement exagération des gestes, des mouvements, il faut viser large, viser grand, viser ample pour retrouver le résultat normal. Alors, LSVT, c'est un acronyme, ça vient de l'anglais, c'est le Lee Silverman, donc c'est un nom et un prénom, c'est la personne qui a inventé cette méthode, et c'est Voice Treatment pour traitement vocal. Et alors, vous avez la partie loud qui veut dire fort, ça je vais vraiment détailler après, et la partie big qui veut dire grand. Fort, c'est pour la voix, et big, c'est pour les grands mouvements, pour la partie rééducation clinique. Et donc, deuxième grande ligne de conduite, use it or lose it. Le fait d'utiliser quelque chose et de le faire souvent, ça permet le maintien de la fonction, quelle qu'elle soit. Par contre, si on se dit c'est difficile ou ce n'est plus comme avant et qu'on ne le fait pas, là, on va dans un engrenage de cercle vicieux où ça devient de plus en plus difficile au point où on peut perdre la capacité de le faire. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le nom et le logo de l'association Action Parkinson, qui va vraiment dans ce sens-là. Et globalement, toutes les activités en dehors aussi des cabinets de thérapie qui vont dans le sens d'une activité physique, des contacts sociaux, etc., ça permet de ralentir la progression de la maladie. Ça va dans le même sens.
Donc, rééducation maintenant point par point. Pour la dysarthrie, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour la dysarthrie, réduction des mouvements du visage, on va faire en fait de la gymnastique, un peu comme de la musculation, pour remuscler ces parties-là du visage. On peut faire ça avec des praxis, c'est vraiment des exercices de grimaces et de mouvements alternatifs, comme on peut voir sur le dessin ici. Des virelangues, ça je pense que tout le monde connaît, c'est des phrases difficiles à articuler pour tout le monde, comme par exemple les chaussettes de l'archiduchesse. Tout le monde a déjà fait ça pour jouer, je pense. Diadococinésie, vous pouvez retenir ce mot pour gagner des points en Scrabble. Donc c'est un mot qui désigne des exercices où on va faire des mouvements alternatifs. En fait, comme on vise la gymnastique, on vise la musculation, faire des mouvements qui demandent en quelque sorte à vos organes articulatoires de faire des grands mouvements larges, amples, et comme s'ils faisaient de grands écarts. Donc par exemple, un son que la langue va produire tout devant, et puis un autre qu'elle va devoir produire tout derrière. Ça va être plus d'exercice, c'est aussi plus difficile, mais c'est plus intéressant. Quand on le répète, on arrive à le faire mieux pour pouvoir récupérer une articulation normale. Aussi le chant, parce que quand on chante, on bouge toutes ces parties-là du corps de manière intense et avec un certain rythme à respecter, ainsi que les massages. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on pense moins. Dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir une petite atteinte de la sensibilité quand même, et la sensibilité, c'est vraiment nécessaire pour bouger. Donc on pense souvent à l'aspect moteur, c'est vrai que quand on ne sent pas, on n'est pas vraiment paralysé. Pourtant, quand on a une anesthésie, par exemple chez le dentiste, on ne vous a pas paralysé le muscle, mais ça peut être quand même compliqué de bouger votre lèvre normalement, d'empêcher qu'un liquide, si vous voulez boire juste après le rendez-vous chez le dentiste, d'empêcher qu'il ne coule. Et pourtant, là, c'est une question de sensibilité. Donc, pour tout ce travail-là, masser, stimuler avec du chaud, du froid, ça peut être intéressant. Oui, ils sont là. Allons-y. Donc, je vous propose un petit peu de pratique rapide. Est-ce que tous ensemble, on peut répéter pataka, mais on essaye de le dire fort et vite en articulant de manière exagérée. On y va? Pataka, pataka, pataka. Donc là, quand on fait un te, c'est tout devant, on le voit avec les lèvres. Un te, c'est la langue qui vient derrière, donc on va dire au milieu. Et le que est plus postérieur, et donc c'est tout derrière. Donc en gros, vous faites une sorte de roulement entre, je demande des mouvements devant, milieu, derrière, devant, milieu, derrière, et ainsi de suite, ce qui fait cet exercice. Un exemple de virelangue, alors celui-là est particulièrement difficile pour tout le monde. Le but dans la maladie de Parkinson, c'est pas de le dire le plus vite possible, comme on a parfois fait peut-être quand on était enfant. Là, le but, c'est d'atteindre la vitesse de la parole. Donc, on exagère l'articulation et on y va. Suis-je chez ce cher Serge? J'en ai mis d'autres. Alors, maintenant pour la partie rééducation de la voix. La solution, ça va être sensiblement la même chose, mais pour une autre partie du corps. Donc là, je vous ai mis une image des cordes vocales. On voit leur position quand on respire, là où elles s'écartent, leur position pour parler où elles se rapprochent. Et donc, forcément, il y a des mouvements. Pour parler, il n'y a pas que le fait de se rapprocher, c'est plus compliqué que ça. Et il y a aussi des muscles de respiration qui sont engagés dans le procédé pour arriver à faire de la voix. Donc, comment est-ce qu'on va muscler ces zones? Eh bien, grâce à la technique dont je parlais tout à l'heure, LSVT Loud. Ça, je vais vraiment la détailler parce que c'est on dit le golden standard, donc vraiment la référence dans la prise en charge de la voix et pas que pour la maladie de Parkinson. Mais globalement, tout ce qui est projection vocale, donc fusée sirène, ça veut dire aller vers des sons graves et aigus. On peut contrôler ça maintenant facilement avec des applications gratuites sur le téléphone. Donc ça, c'est devenu très facile d'accès, c'est assez pratique. La même chose avec le contrôle du volume, essayer de varier de faible à fort pour ne plus avoir un seul volume possible qui vient. Et là aussi, il y a des applications gratuites pour le mesurer.
des vocalises, du chant, tout ce qui va solliciter votre voix de manière intense. Le chant, c'est vraiment le sport de la voix, donc c'est intéressant de faire cette activité pour cela. Et puis tout ce qui est modulation de l'intonation, on peut faire des petits jeux de rôle, rejouer des scénettes de théâtre en exagérant, en amplifiant un petit peu les intonations. Alors, en détail maintenant, la LSVT Loud, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode validée, brevetée, sous copyright, donc il n'y a que les gens certifiés, formateurs qui peuvent l'expliquer en détail. Moi, c'est pas ça que je vais faire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une méthode intéressante et pourquoi c'est important quand on a un Parkinson de s'adresser à des thérapeutes qui connaissent cette méthode. Donc, c'est une méthode américaine qui a une manière de faire qui est aussi assez américaine, puisque c'est vraiment sur le principe du coaching. Alors, c'est assez intelligent et assez intéressant de faire ça pour la maladie de Parkinson, puisque avec tout cet aspect de réduction et de micro-mouvement, le fait d'avoir une méthode qui va vraiment dans le sens contraire et qui incite la personne à aller plus fort, plus intensément, plus loin, répéter, etc., ça pousse le patient vers des résultats plus efficaces. Ça doit être fait selon le protocole standard avec des sessions qui sont très fréquentes, avec une voix forte, donc on vise le volume maximum possible, et avec une articulation aussi exagérée, donc on cherche à avoir l'ouverture buccale la plus intense possible. En Belgique, on doit parfois faire quelques écarts à la méthode telle qu'elle est définie, parce qu'on n'est pas dans le même cadre administratif, il y a un cadre de remboursement aussi, il y a l'accès, il y a les disponibilités dans les plannings des thérapeutes, enfin beaucoup de choses qui font que parfois on ne peut pas faire exactement la méthode comme décrite. C'est pas dit alors qu'on ait les résultats comme dans la littérature, ça fonctionne quand même, mais ça peut être dans un degré un peu moindre ou avec un délai plus long. Et dans tous les cas, ça ne s'appelle alors pas vraiment la LSVT si ce n'est pas le protocole tel que défini. Avec la méthode LSVT, vous avez des effets positifs jusqu'à 2 ans, donc ça va pour certaines personnes de 6 à 24 mois après le traitement, et ça se fait de manière intense avec 4 semaines, donc pendant 4 semaines, vous avez 4 séances par semaine, et en plus des exercices à faire en dehors des séances. Donc les exercices doivent être faits quotidiennement par les patients, même quand le thérapeute n'est pas présent. Et donc il y a ce petit mot-clé à garder en tête qui vient de la méthode LSVT Loud, qui est Think Loud. Donc là, loud en anglais, j'aime bien parce qu'il y a cette notion que c'est le volume qui est fort. En français, on dit parler fort, mais fort, ça peut être associé à d'autres choses que du volume vocal. Ici, l'idée, c'est avant même d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, on doit le penser fort, le penser grand, le penser exagéré, et déjà se mettre dans cette dynamique où on va amplifier le mouvement et le son. Du coup, on vise un effort maximal, des exercices répétés quotidiennement avec une voix de bonne qualité. Ça, c'est quand même très important parce que ça dépend un petit peu quand la personne va commencer sa rééducation. Mais si ça fait déjà longtemps que la voix est altérée, cherchez la voix la plus forte possible. Ça peut parfois amener des productions de voix très rauques, très graves ou saturées. Le but, c'est le volume, mais pas au détriment de la qualité vocale, quitte à faire un peu moins fort si on a une voix qui est un petit peu plus nette, un peu de meilleure qualité. Donc on ne cherche pas le cri, on cherche vraiment la voix projetée un peu « ah », c'est pas quelque chose de trop intense non plus. Donc là, je vous ai listé différentes choses qui sont dans le protocole LSVT. Il y a surtout des tenues de voyelles et principalement le A, donc le plus longtemps, le plus fort possible. Il y a aussi la notion de travailler des graves et des aigus avec de nombreuses répétitions. Et puis des phrases. C'est important que ce soit des phrases fonctionnelles, donc des phrases qui viennent de la vie quotidienne du patient, donc pas des phrases extérieures, mais que le patient choisit parce que réellement, il doit les dire souvent, ce qui va permettre de transférer ce qu'il a fait lors des entraînements vers la situation, il doit vraiment la dire, il y a plus de chances que ce soit également fort.
Et enfin, de la lecture à voix haute, où là, on va viser de lire n'importe quel texte extérieur, mais avec une intensité maximale. Est-ce que la distinction voix de bonne qualité cri, c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc globalement, ce qui fonctionne pour la rééducation de la dysphonie, pour l'amélioration de la qualité de la voix, c'est de la fréquence. Donc de la fréquence dans le nombre des séances, de la fréquence dans les exercices qui doivent être faits vraiment tous les jours, surtout au début pour atteindre vraiment un pic de récupération, et puis le plus souvent possible pour le maintien, et une fréquence aussi dans le nombre de répétitions. Il y en a vraiment beaucoup. Le protocole de départ en cible 15 minimum. Donc c'est assez, ça peut paraître assez fastidieux, mais ça marche. On essaye? Donc ici, c'est pas de la LSVT, parce que ça, en dehors des formateurs certifiés, on ne peut pas. Mais on va essayer une petite vocalise qui fait doubadou. Donc je vous montre, ça fait doubadou, badou, badou. Fort, grande ouverture buccale. On y va? Doubadou, badou, badou. On peut essayer un peu plus aigu, ça on va grave aigu. Doubadou, badou, badou. Magnifique. Ça on peut essayer aussi. En voix forte, 3 fois de suite. Chaque fois que vous le redites, vous imaginez passer une marche de volume. Donc une première fois fort, une deuxième fois plus fort, la troisième fois le plus fort. C'est super. C'est super. Plus fort. C'est super. Et encore. C'est super. Je trouve aussi. Pour la partie des troubles de la déglutition, heureusement, il y a un crossover, donc un recouvrement entre différentes structures musculaires qu'on a déjà abordées avant, qui, à ce stade de la rééducation, imaginons que ce soit la rééducation d'un patient qui a Parkinson, ont déjà été travaillées. Et donc, évidemment, que quand on a déjà remusclé la langue, les lèvres, une partie des structures du cou, on a en fait déjà gagné à améliorer la déglutition. Par contre, on peut évidemment, il faut faire des exercices plus spécifiques, mais du coup, la NSVT, qui au départ a une visée plutôt de récupération vocale, va être bénéfique aussi pour améliorer le fait d'avaler chez les patients. Ça, c'est... Donc on peut aussi faire d'autres exercices vocaux qui vont plutôt travailler la fermeture des cordes vocales de manière intense, parce qu'elles ont un rôle pour empêcher les aliments de passer plus loin vers le mauvais trajet. Il y a aussi des déglutitions intenses, des déglutitions forcées où on va chercher à activer tous les muscles du cou. Vous pouvez penser à cette image d'un sportif qui soulèverait des poids, des gens vraiment, voilà, comme on voit à la télévision, etc., qui vont soulever des poids très lourds, et on va voir se dessiner les structures du cou, les différents muscles qui vont s'engager très fort. Donc sans aller jusqu'à cet extrême-là, on veut quand même solliciter de la même façon avec un effet très intense d'effort physique, de soulever ou de pousser quelque chose dans le cadre d'une déglutition pour vraiment avaler fort et travailler ces structures. Alors ceci, cette petite machine qui est là, qui s'appelle l'IOP, elle est utilisée pour mesurer et puis muscler différents muscles de la langue de manière spécifique. Et donc, il y a des normes, on peut comparer la force de votre langue avec cet appareil pour la moyenne, voir est-ce que c'est OK ou pas, est-ce que c'est suffisant ou pas pour pouvoir avaler correctement, et puis entraîner progressivement jusqu'à récupérer un niveau qui permette d'avaler confortablement. Et puis il y a aussi des adaptations, donc des conseils généraux. Là, il y a quand même beaucoup de choses à faire, je ne vais pas tout détailler, mais il y a énormément de choses autour de la dysphagie. Si jamais un patient qui a Parkinson consulte pour des difficultés pour avaler, alors que ça fait déjà un moment que ça a commencé, c'est vrai qu'on peut probablement proposer des adaptations, et donc le fait de dire il y a quand même des choses à éviter, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça a une visée provisoire sécuritaire. Donc le but est quand même d'avoir une alimentation la plus large et la plus normale possible dès que possible.
Donc, je pense que parfois les patients ont un peu peur de venir et qu'on leur dise vous ne pouvez plus rien manger du tout. Généralement, quand même, c'est pas ça. Il y a aussi parfois des patients qui, sans accompagnement, suppriment petit à petit des choses qu'ils trouvent trop difficiles de leur alimentation, ce qui n'est pas forcément l'idéal non plus, parce que s'il est possible, avec un accompagnement, avec des exercices, de manger de tout, des textures vraiment larges, ça entretient aussi la mastication, la déglutition, et donc se restreindre pour avoir des choses de plus en plus faciles, ça n'entretient pas forcément bien la déglutition et ça peut aggraver le problème. Des petites astuces déjà. Rien que porter son attention sur l'action d'avaler, c'est déjà une solution en soi avant de commencer les repas. C'est une petite habitude à prendre qui ne va pas forcément devenir automatique sans y penser. Avaler la salive 2 fois avant d'avaler quelque chose qui vient de l'extérieur, ça peut être une aide aussi, parce qu'il y a cette notion d'initiation motrice. Donc là, je pense notamment aux comprimés, gélules, médicaments, qui sont à risque de provoquer des fausses routes et notamment obstructives, comme on a vu avant. Si on avale 2 fois la salive, au moins la première chose qu'on avale au milieu d'un temps où on n'était pas du tout occupé à faire ça, eh bien, c'est quelque chose de plus facile, ça lance un petit peu le mouvement, ça réveille un petit peu les structures, et au moment où on va avaler son comprimé, on est déjà un peu échauffé, si je peux dire, si je fais le parallèle avec les muscles et le sport. Et enfin, avoir une hygiène buccale vraiment la meilleure possible, et notamment avant les repas. Ça peut paraître aussi peu logique. Pourquoi? C'est parce que vu qu'il y a quand même un risque important d'avoir des fausses routes, et notamment des fausses routes sans tout, donc il n'y aura pas le réflexe de protection pour expulser ce qui passe de travers, eh bien si la bouche est propre, si les aliments ne vont pas entraîner des méchantes bactéries qui risquent fort de créer des infections pulmonaires, le risque de complications diminue beaucoup. Et enfin, le vaccin. Donc le vaccin n'empêche pas les fausses routes, ça c'est sûr. Le vaccin ne protège pas contre la dysphagie, mais par contre, dans la population à risque qu'est les patients qui ont la maladie de Parkinson, ça diminue le risque de complications. C'est quand même important. Si jamais il y a une fausse route obstructive, est-ce que la manœuvre de Heimlich est connue de tout le monde ici? Je pense. Non? D'accord. Alors je la détaille. Donc c'est une manœuvre qui permet, quand on n'arrive pas à tousser, d'expulser le morceau qui est coincé et qui empêche le passage de l'air. Donc situation ici à gauche, ça c'est le plus facile. La personne à qui ça arrive est accompagnée. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui peut lui faire la manœuvre, se placer derrière. On place normalement sa meilleure main à l'extérieur pour avoir le plus de force, et la moins bonne, la plus faible, contre le patient. Et on va faire ce mouvement vers soi et vers le haut. On fait plusieurs fois, et vraiment fort, pour arriver à expulser le morceau qui bloque. Maintenant, je trouvais intéressant de montrer le dessin à droite, parce que ça, c'est moins connu. C'est possible de faire ça à soi-même. C'est beaucoup plus difficile, ça dépend de la situation, mais c'est bien de garder en tête, si ça nous arrive et qu'on a un moment de panique, en fait, on peut réagir, on peut le faire soi-même, ou bien, comme c'est là sur le dessin, ou alors à l'aide d'un objet, par exemple une chaise ou un meuble, on peut prendre en fait le dossier de la chaise et l'appuyer là où vous voyez ici, c'est vraiment au niveau au creux des côtes, et l'appuyer plusieurs fois pour aider à avoir un appui supplémentaire. Donc ça, c'est quand même aussi à garder en tête parce qu'on n'est pas toujours, on mange pas toujours avec d'autres gens. Alors, petite mise en pratique. Bon, là, j'ai les mains un peu prises, mais je vais essayer de vous montrer. On peut avaler en croisant les mains comme ceci. Donc, vous mettez une fois au niveau des pouces, comme ça, et vous allez pousser très 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 fort les paumes des mains l'une contre l'autre, le plus fort possible, jusqu'à sentir que ça serre un petit peu dans le cou. Vous allez normalement faire une apnée. Quand vous sentez ça, vous essayez d'avaler fort, comme si vous avaliez un comprimé ou une gélule. Donc il ne faut pas mettre les mains dans le prolongement l'une de l'autre, mais vraiment les paumes à plat. Voilà, et on pousse très 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 fort, et on avale. Fort.
Essayez d'avaler en gardant la bouche ouverte, ça c'est aussi un super exercice. Bon, entre-ouverte, hein, parce que sinon c'est très compliqué. Mais c'est pas toujours possible, ça dépend un petit peu des structures musculaires. Si vous n'y arrivez pas du tout, peut-être qu'il faut commencer par d'autres exercices un peu moins intenses avant d'y arriver. Il y a un test de dépistage qui est assez court. J'ai mis le QR code qui mène vers le lien, mais je peux le réafficher après. C'est 10 questions qui permettent d'évaluer si on a des difficultés ou pas à s'alimenter et donc de dépister de la dysphagie. Si on a un score de plus que 3 à ce test, c'est qu'il y a déjà des raisons de consulter. Alors là, je vais passer un peu plus vite dessus, mais donc la mimie, réduction des mouvements du visage. On peut aussi faire des praxis pour les yeux, pour les sourcils, des massages, donc toujours pour le travail de la sensibilité, éveiller un petit peu la proprioception, donc c'est sentir ce qui se passe au niveau sensoriel vraiment des récepteurs du visage, et faire des jeux de rôle en insistant sur le travail de l'intonation. Donc si vous voulez faire des concours de grimaces, c'est en fait une bonne idée. Et enfin, l'anomie. Donc là, globalement, on va passer en revue différents exercices de langage. Que ce soit donner les noms des mots, faire des jeux de langage, jeux de société, etc. Ou essayer de faire de l'affluence lexicale. Donc ça, c'est trouver un maximum de mots avec certaines contraintes. Par exemple, trouver un maximum de mots qui commencent par un certain son ou qui font partie d'une certaine catégorie. Alors, en pratique administrative, en fait, comment est-ce qu'on fait si on veut consulter en logopédie? Il faut d'abord passer par un diagnostic chez le neurologue, et c'est le neurologue aussi qui va indiquer le diagnostic de l'atteinte. Donc, il peut indiquer trouble chronique de la parole, ça c'est la dénomination telle que fixée par l'INEMI, mais il peut aussi indiquer par exemple qu'il y a une plainte essentiellement vocale ou articulatoire ou de déglutition, et donc donner une indication sur par quoi est-ce qu'on peut commencer. Ensuite, le logopède va évaluer les différentes fonctions qu'on a passées en revue ensemble maintenant. Donc, il va vraiment regarder qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui vous embête aussi le plus, hein, parce qu'un patient n'étant pas l'autre, d'abord, les atteintes ne sont pas toutes les mêmes, et en plus, la plainte, la gêne occasionnée n'est pas forcément liée à l'intensité de la perte dans chaque domaine. Il y a des gens qui peuvent être très gênés d'avoir une perte dans le volume vocal, alors que pour d'autres personnes, ça ne va pas forcément être ce qui les embête le plus. Évidemment, la partie déglutition, donc pour arriver à s'alimenter, ça c'est primordial chez tout le monde. Et ensuite, on va commencer un traitement. Un traitement qui est très intense en général au début, et puis qui va s'espacer un petit peu, mais par contre avec des exercices quand même toujours à faire à domicile pour maintenir les différentes compétences. Et donc au niveau du suivi, on réévalue, puisque ça évolue, tous les 6 à 12 mois, ce qui a été travaillé, on voit les bénéfices, puisqu'on peut améliorer, on voit si des choses qu'on a moins travaillées n'auraient pas perdu, et s'il ne faudrait pas de nouveau s'en occuper. Et donc, ça c'est discuté avec le patient, le médecin, son entourage, et éventuellement les autres professionnels de santé qui accompagnent aussi le patient dans sa maladie. Pour le remboursement, le bilan initial est normalement remboursé, mais il y a des contraintes. Donc il y a un délai de 60 jours. Il faut avoir une prescription d'un neurologue en ordre avec cachet, date, signature. Ça a l'air de rien, mais c'est parfois difficile à obtenir dans les délais. Les séances aussi sont bien remboursées, donc à 85%. Et pour la maladie de Parkinson ou les maladies chroniques, il y a 520 séances remboursées à 85% sur 2 ans. 85%, ça veut dire que à votre charge, à la charge du patient, il y a environ 5-6 euros. Donc c'est quand même très très bien remboursé. Si la prescription est faite par un autre médecin, ou bien c'est un autre code, mais en général ça donne accès à moins de séances, donc là je vous ai mis vraiment le cadre le plus profitable pour la maladie de Parkinson. Et donc pour terminer, s'il y avait une chose à retenir, c'est de vraiment faire les choses en grand, quelle qu'elle soit, que ce soit parler, manger, bouger, et d'associer la maladie de Parkinson
aussi à la logopédie et à la LSVT. Voilà.